Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre un débat sur l'application des lois. Pour en parler, à mes côtés, Yvon Collin, le président du groupe RDSE, le groupe du Rassemblement social démocratique européen, qui est à l'initiative de ce débat. Alors, le traditionnel rapport du Sénat sur l'application des lois est sorti. On observe un ralentissement des progrès observés l'an dernier sur justement la mise en application par le gouvernement des lois. Comment explique-t-on ce recul ? Je crois que le Parlement légifère, le Parlement fait des lois, souvent on fait des lois dans l'urgence, on nous demande de beaucoup travailler, de jour, de nuit, mais on a souvent la surprise de constater, hélas, que les lois ne trouvent pas de suite et les décrets d'application tardent à venir. À quoi sert-il de faire des lois si effectivement les décrets d'application n'entrent pas en vigueur? Et donc c'est ce toilettage qui est absolument nécessaire. On constate donc que il y a un effet récurrent, régulier, et ça ne date pas d'aujourd'hui, sur toutes les républiques, si je puis dire. Nous avons constaté qu'effectivement, les gouvernements successifs, tardent à mettre en application les lois. Et il y a donc là, quelque part, un dévoiement de la volonté du peuple, traduit à travers ses parlementaires, de faire en sorte que les lois qui sont l'aboutissement effectivement d'un besoin, d'une volonté, eh bien, ne sont pas appliquées. Il y a là donc un vrai préjudice et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le groupe RDSE défendra le 17 février un texte qui permettra à tout parlementaire de saisir la justice dès lors qu'il y a un défaut d'application de la loi. Ça nous paraît un vide juridique qu'il faut combler et cette PPL, cette proposition de loi dont je suis le premier signataire et qui est portée par le RDSE, a pour ambition effectivement de mettre un peu d'ordre et de faire en sorte que l'on puisse, lorsqu'il y a ce préjudice parce que la loi n'est pas appliquée, que le gouvernement puisse être mis en demeure par les tribunaux. Et donc c'est la faculté pour les parlementaires de se saisir et de saisir les tribunaux pour faire appliquer la loi tout simplement. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce débat aujourd'hui? C'est Patrick Ollier, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui vient ici au Sénat. Vous attendez une réponse, vous attendez des engagements sur la parution de certains décrets d'application de certaines lois? Vous verrez le texte que je vais prononcer, l'intervention de cet après-midi, quelques 20 minutes pour dire, effectivement, pour faire un bilan qui est assez lourd, puisque pratiquement un quart des textes, des lois, ne trouvent pas une pleine application de leurs effets, des effets que attendaient les parlementaires lorsqu'ils les ont votés. Et donc, c'est un bilan, un triste bilan, si je puis dire, et c'est pour le rappeler à Patrick Ollier, qui, si je puis dire, n'y est pour rien. Hein. Il se saisit aujourd'hui, il aura la charge de répondre au nom du gouvernement, mais ce que l'on constate, c'est que c'est récurrent, c'est inadmissible. Et ce que nous souhaiterions, ce que je vais dire à Patrick Ollier, c'est que lorsque le gouvernement propose un texte, eh bien, il faudrait pratiquement que les décrets d'application soient déjà préparés, de manière à ce que dès que le texte est adopté, eh bien, il trouve sa pleine application. Et ainsi, nos concitoyens, effectivement, verront une vraie adéquation entre la volonté du texte qui est proposé, du texte qu'ils ont voté, et son application sur le terrain, et donc les effets qu'il est censé produire. Autre sujet d'actualité, la semaine dernière, Christian Jacob, donc le nouveau patron des députés UMP à l'Assemblée nationale, se prononçait pour la publicité des débats en commission. C'est également votre souhait, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, bon, ma position est très connue et je mène ce combat depuis la révision constitutionnelle. On s'aperçoit que c'est désormais les commissions qui font une œuvre législative, puisque c'est désormais sur le texte édicté par la Commission, construit par la Commission, que, en séance plénière, le Sénat se prononce, et l'Assemblée nationale aussi d'ailleurs. Et donc, dès lors que les commissions font œuvre législative, eh bien, je crois qu'il faut que ça se fasse en pleine transparence. Et je fais partie des parlementaires, rares encore, mais
vois que, alors Christian Jacob s'est emparé de ce sujet et je suis ravi de ne plus être seul, pour s'apercevoir effectivement qu'il faut qu'une publicité plus large, une vraie transparence soit donnée au travail des commissions. D'ailleurs, ça revaloriserait, me semble-t-il, le travail des parlementaires. C'est absolument nécessaire. Bien entendu, certains présidents de commission, et c'est légitime, demandent que parfois on puisse faire des huis clos, et ça je trouve tout à fait normal. Il peut y avoir certains sujets qui permettent ou qui en tout cas nécessitent des discussions à huis clos, bien entendu. Chaque fois que les présidents de commission ça leur semblera nécessaire, bien entendu, qu'ils pourront continuer, mais je crois qu'il faut vraiment ouvrir portes et fenêtres. Nous n'avons rien à cacher. Nous travaillons beaucoup et ce serait d'ailleurs une façon de montrer combien le Parlement travaille, parce qu'on montre trop souvent l'hémicycle vide. Et je crois que nos concitoyens s'apercevront qu'en commission, il se fait un travail très intéressant où nous construisons, chacun avec un apport, nous construisons les textes. Une dernière question. Votre collègue Jean-Michel Baillet a récemment estimé que seul un radical serait en mesure de conquérir la présidence du Sénat à l'automne, à l'occasion des prochaines sénatoriales. Est-ce que vous partagez son analyse? Écoutez, c'est une belle audace, effectivement. Gaston Monnerville est le dernier président radical. En tant que radical, bien sûr que je souhaiterais qu'un radical préside le Sénat. Mais je crois qu'il faut avoir l'équilibre des forces en septembre, la constitution des groupes, voir dans quel sens sont infléchis le rapport de force. Et puis à ce moment-là, effectivement, eh bien, il nous appartiendra d'élaborer des stratégies. Peut-être est-ce prématuré. Merci Yvon Collin d'avoir répondu à nos questions. À suivre donc cet après-midi sur Public Sénat un débat sur l'application des lois. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle le débat sur l'édiction des mesures réglementaires d'application des lois. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Yvon Collin, président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, auteur de la demande. Monsieur le Président. Bonjour. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si le groupe du RDSE a souhaité que le Sénat débatte aujourd'hui de l'édiction des mesures réglementaires d'application des lois, c'est qu'il nous est apparu qu'il existait un vrai décalage entre, d'une part, l'objectif de rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement et, d'autre part, la mise en application par le gouvernement de la volonté exprimée par nos deux assemblées au travers du vote de la loi, enfin, l'impératif d'amélioration de la qualité de la loi. Soyons clairs, le droit ne peut être efficace et compris par nos concitoyens que s'il est correctement produit et mis en application. Or, tel n'est assurément pas le cas. L'actualité toute récente nous fournit un exemple probant. Le Conseil d'État a transmis le 30 décembre dernier au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'application de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. La haute juridiction administrative a estimé dans son arrêt de transmission que si l'article 27 de cette loi crée un fonds national de financement destiné à compenser les charges nouvelles des départements selon les critères fixés par décret, c'est bien parce que ce décret n'a jamais été pris par le gouvernement et qu'il existe un doute sérieux quant à la constitutionnalité de cet article. Tout est dit, la carence du pouvoir réglementaire, qu'elle soit politique ou non, alimente l'insécurité juridique et finit par porter atteinte à la protection de l'intérêt général. Mes chers collègues, l'office des législateurs que nous incarnons est d'abord et avant tout de voter la loi, c'est-à-dire une norme générale et impersonnelle fixant, selon les termes de l'article 34 de la Constitution, des règles et des principes. Toujours selon la logique de nos institutions, il revient ensuite au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d'application des lois par l'édiction de normes réglementaires. Ce pouvoir réglementaire est une compétence du Premier ministre à laquelle il associe et contreseint les ministres chargés de l'exécution de ces actes.
Il ressort de cette architecture institutionnelle que la volonté du législateur qui exprime la volonté générale de la nation est dépendante, vous l'aurez compris, de la bonne exécution des lois par le pouvoir réglementaire qui en est constitutionnellement chargé. Or, ce bel ordonnancement n'est que théorique. Notre Haute Assemblée met en œuvre depuis maintenant près de 40 ans un contrôle de la mise en application des lois. Le dernier rapport paru sur ce sujet en décembre dernier montre à quel point l'exécution des lois souffre de retard, voire de carences, qui altèrent parfois gravement l'application concrète de la volonté du Parlement. Et les chiffres ne font pas honneur à la célérité qui devrait pourtant mobiliser, Monsieur le Ministre, le gouvernement. Et je sais que vous en êtes convaincu. Ainsi, sur les 1605 lois promulguées depuis 1981, 243, soit près de 15%, sont toujours en attente d'une mesure réglementaire. La plus ancienne loi remonte à 84. Pire, 26 de ces textes, dont le plus ancien date de 1997, n'ont encore reçu aucune des mesures réglementaires requises. Pour ne pas faire mentir cette tendance, il apparaissait au 31 décembre 2009 que seuls 71% des mesures réglementaires prévues depuis le début de la législature avaient été publiées. Pour ce qui concerne la session 2009-2010, close le 30 septembre dernier, le Parlement avait définitivement voté 59 lois, dont 35 prévoyant un suivi réglementaire, soit près de 670 mesures d'application nécessaires. Seules 3 de ces 35 lois avaient reçu l'intégralité de leurs mesures réglementaires d'application. 19 étaient partiellement applicables et 13 étaient totalement inapplicables, soit pratiquement, vous le constatez, une loi sur 4. Je concède que parmi ces lois figurent des textes qui avaient été votés pendant la session extraordinaire, Monsieur le Ministre, je vous en donne acte. Mais il n'en demeure pas moins que ce taux d'inexécution n'est pas acceptable et illustre à l'évidence le décalage frappant entre le rythme de travail imposé au Parlement, et on connaît ce rythme, et c'est pas prêt de s'arrêter si j'ai bien compris. Ce chiffre éclaire d'ailleurs particulièrement ce propos. Seuls 12,5% des mesures d'application des lois votées selon la procédure accélérée ont été publiées, contre 21% 2008-2009. En d'autres termes, Monsieur le Ministre, plus votre gouvernement demande la procédure accélérée, moins il arrive à suivre le rythme qu'il impose, ce qui, vous le concédez, n'est guère à son honneur. Ces statistiques que nous devons au remarquable travail de recension de nos commissions permanentes démontrent que la façon dont notre République produit ses normes n'est pas bonne et qu'elle doit être changée. Mes chers collègues, la première cause de ces malfaçons juridiques, nous la connaissons tous, l'inflation normative. Entre l'édit de Villers-Cotterêts en 1539 et l'avènement de la Ve République, le nombre de normes promulguées est beaucoup moins important que le nombre de normes promulguées depuis seulement 1958. Le recueil des lois publiées par l'Assemblée nationale est passé de 620 pages et 912 grammes en 1970 à 2556 pages et 3266 grammes, voyez c'est précis, en 2004. Aux 9000 lois et 120 000 décrets recensés en 2000 s'ajoutent chaque année presque une centaine de lois, plus de 50 ordonnances et 1500 décrets. Même l'œuvre de simplification du droit est devenue source de complexité. La récente proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit que nous avons discutée n'en est d'ailleurs que le dernier avatar. À cette inflation législative répond naturellement une inflation des mesures d'application. 670 mesures en 2009-2010, 615 en 2008-2009, 395 en 2007-2008 et 548 en 2006-2007. Corrélativement, le nombre moyen des mesures d'application demandées par la loi atteignait pour la dernière session 19 contre 11 en 2007-2008 et 24 en 2008-2009. Il s'agit là des chiffres moyens. Dans le même registre, la qualité rédactionnelle des lois a elle aussi considérablement pâti de cet état de fait. La logorrhée législative engendre souvent des lois mal rédigées, sujettes à plusieurs interprétations,
qui affectent d'autant plus l'édiction de leurs mesures d'application. Les mesures de nature réglementaire incluses dans la loi pullulent et tendent à abolir de fait la frontière entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. C'est récurrent, nous revenons toujours sur ce problème, ce que Pierre Mazeaud d'ailleurs appelait les neutrons législatifs. Moins légiférer pour rendre notre droit plus lisible et mieux applicable, tel devrait pourtant être le credo de notre légistique. Les retards de publication des décrets d'application ne sont pas nouveaux, je le concède, Monsieur le Ministre. Ils ont même été à l'origine, il y a une trentaine d'années, de propositions de révision de la Constitution selon lesquelles, après expiation d'un délai déterminé, la commission permanente parlementaire compétente se serait substituée au gouvernement pour prendre les mesures nécessaires. Pourtant, la doctrine juridique, à l'image de Léon Diguy, a longtemps considéré que même si la loi impartissait un délai pour l'édiction des décrets d'application, elle ne faisait naître aucune obligation à la charge du gouvernement qui gardait sa liberté d'appréciation et ne pouvait être vue comme fautif juridiquement. Monsieur le ministre, si votre gouvernement n'a pas inventé la surproduction de lois ou les retards à prendre les décrets, je vous le concède, il est en revanche un de ceux qui a le plus contribué à dévoyer la loi de son essence première de normes générales et abstraites. La révision constitutionnelle de 2008, qui devait, c'était un des objectifs principaux, revaloriser le rôle du Parlement en lui assurant une meilleure maîtrise des travaux législatifs, n'a pas eu, loin s'en faut, les effets escomptés. L'action politique a pris la forme d'une gesticulation législative. La loi doit être solennelle, brève et permanente. Aujourd'hui, elle est bavarde, précaire et banalisée. Déclarée déjà en 2005, Renaud Denoy de Saint-Marc, alors vice-président du Conseil d'État. Cette gesticulation législative, c'est celle que votre majorité promeut à chaque fois qu'un fait divers dramatique frappe l'opinion et que vous y répondez par un projet de loi trop souvent bâclé et que vous voulez faire adopter, bien entendu, au plus vite. L'émotion, Monsieur le Ministre, ne saurait remplacer la raison lorsqu'il est question de légiférer dans l'intérêt général. Cette gesticulation, c'est celle encore que vous imposez au Parlement par la procédure accélérée, qui annihile tout débat, toute analyse et tout recul, pourtant inhérent à la fonction législative. C'est enfin celle qui vise notre propre action et votre crédibilité dès lors que l'encre des textes n'a même pas le temps de sécher, qu'ils sont déjà remplacés par d'autres dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils seront davantage mis en application. Je ne peux accepter, vous l'aurez compris, que la loi soit votée avec l'œil toujours fixé sur les courbes des sondages ou les manchettes des journaux. Or, c'est bien parce que de telles conditions de travail sont imposées au Parlement que la qualité de la loi se dégrade et que les décrets d'application prennent autant de retard. Les services de l'administration sont aujourd'hui encombrés par les projets de décrets en raison de l'accumulation des textes toujours plus complexes, mais rédigés parfois dans la hâte. Ce n'est pas ainsi, Monsieur le Ministre, que nous concevons l'intérêt général. Mes chers collègues, face à ce constat désabusé, il existe heureusement des solutions. La première d'entre elles, la plus évidente, consisterait à mieux réguler la production législative pour abaisser le rythme nécessaire à la publication des décrets d'application. Une telle mesure nécessiterait de revenir aux préceptes formulés par Portalis, qui nous regarde. La loi permet, ordonne et interdit. Mais je ne suis pas sûr que le mouvement actuel se tarisse rapidement. A fortiori, Monsieur le Ministre, lorsque vous annoncez, pas plus tard qu'hier, dans une interview accordée à un quotidien bien connu, je vous cite, un ordre du jour plein à craquer. Et ce, jusqu'en 2012. Vous le confirmerez sans doute. Le risque juridique est pourtant patent, puisque le Conseil d'État a annulé dès 1962 le refus d'édicter des règlements d'application et considère, depuis 1964, que ce refus est fautif et engage la responsabilité administrative. Il a même jugé en 2000, je cite, que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre
dans un délai raisonnable, les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. La solution doit donc d'abord être politique et volontaire. La plus évidente à nos yeux, et nous ne sommes pas les seuls à la formuler, consisterait par conséquent à ce que le gouvernement s'astreigne à transmettre dès le dépôt du projet de loi les projets de dépôt de décrets correspondants, à l'image des études d'impact désormais obligatoirement annexées au projet de loi et qui imposent en principe une argumentation plus serrée et une meilleure justification des dispositions proposées. C'est d'ailleurs une telle initiative qu'avait pris en 1990 Michel Rocard, alors Premier ministre, lorsqu'il imposa à ses ministres de préparer avant même la présentation en Conseil des ministres des projets de loi, les décrets d'application ainsi que les grandes lignes du calendrier de leur publication. Cette solution nous paraît tellement évidente qu'elle existe déjà en réalité. L'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit fait ainsi déjà obligation au gouvernement de publier des rapports sur la mise en application de chaque loi 6 mois après son entrée en vigueur. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le ministre, de ces rapports? Je vous rappellerai également que la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008 impose une obligation de résultat au ministre quant à la mise en application des lois. Elle demande ainsi à chaque ministre de créer au sein de son administration une structure chargée de coordonner le travail de mise en application des lois, d'améliorer le travail de coordination interministérielle, de fixer des échéanciers transmis au Parlement et de prendre, dans les 6 mois suivant la publication d'une loi, l'ensemble des mesures d'application. Or, si le gouvernement a bien pris soin de transmettre depuis 2008 les échéanciers de publication des textes réglementaires, seuls 79% des mesures réglementaires prises en 2009-2010 ont été publiées dans un délai de 6 mois contre 82% en 2008-2009. Il pourrait donc être envisagé que le gouvernement informe dans les meilleurs délais les commissions compétentes du Parlement des motifs du retard de publication. En toute hypothèse, force est donc de constater que votre gouvernement a encore beaucoup de travail à mener pour parvenir à une meilleure organisation de son travail et mieux informer le Parlement. Il doit par conséquent également échoir à nos assemblées parlementaires de mieux déployer les moyens dont elles disposent pour accomplir leur mission de contrôle politique et informel de l'action du gouvernement, rénovée depuis 2008. C'est déjà d'ailleurs ce que fait en partie l'Assemblée nationale, où les députés qui rapportent un projet de loi sont également chargés d'assumer le contrôle de leur exécution par la publication d'un rapport. Sans doute le Sénat pourrait-il s'inspirer de cette pratique qui contribue à une meilleure information de tous les parlementaires et d'ailleurs également du grand public. L'adoption de la proposition de loi du président Accoyer, qui renforce les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du gouvernement, nous aidera aussi certainement. Mais au-delà de ce contrôle informel et politique se pose la question du contrôle juridique, dans la mesure où, comme je viens de le dire, la responsabilité administrative de l'État peut être engagée. Si le retard excessif d'édiction d'une mesure réglementaire peut être contesté par toute personne y ayant intérêt, il est à notre sens regrettable que les parlementaires ne puissent ès qualité introduire un tel recours. Or, l'inaction du pouvoir réglementaire, qui peut être tout à fait volontaire, revient à priver d'effet la volonté du Parlement souverain qui exprime, je le rappelle, la volonté générale. La jurisprudence administrative ne reconnaît pas l'intérêt à agir d'un parlementaire sur le seul fondement de sa qualité d'élu, quand bien même il contesterait l'inaction fautive du Premier ministre ou encore le non-respect de la volonté du Parlement. C'est pourquoi le groupe du RDSE a demandé l'inscription à son ordre du jour réservé du 17 février prochain de sa proposition de loi tendant à reconnaître une présomption d'intérêt à agir des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en matière de recours d'excès de pouvoir. Au moment où s'engage donc ce débat sur l'édiction des mesures réglementaires d'application des lois, nous estimons tout à fait utile de porter notre réflexion sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre par le Parlement pour s'assurer que sa volonté soit respectée par le pouvoir réglementaire. À l'aube de cette année nouvelle, soyez en tout cas rassurés, Monsieur le Ministre,
j'en profite pour vous présenter tous nos vœux, que les membres du RDSE se montreront très vigilants quant à l'application de votre gouvernement des lois votées par le Parlement de la République. Et je vous remercie de votre grande attention. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Patrice Gélard pour le groupe UMP. Ouais, c'est des tout petits, ça. Oh non, 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 non. Oui, oui, ah oui. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire notre collègue Colin, et je serai amené sans doute à répéter ce qu'il a dit sur un certain nombre de points, d'autant plus qu'un grand quotidien du soir a repris presque in extenso les conclusions du rapport de notre Assemblée sur justement les statistiques et les chiffres concernant l'application des lois et le développement des décrets. Alors je ne ferai pas de reprise statistique, je ne reciterai pas les chiffres qui ont si bien été cités tout à l'heure et qui seront certainement recités par les autres intervenants. Par conséquent, je vais plutôt me limiter à un certain nombre d'éléments de nature générale pour essayer d'expliquer à la fois le bilan, les raisons et les solutions que l'on pourrait apporter à la situation actuelle. Alors bien évidemment, nous sommes en face d'un bilan peu satisfaisant, qui est permanent, qui existait déjà autrefois, à l'époque des républiques précédentes. Les choses ne se sont guère améliorées et elles ont tendance à ne pas s'améliorer. Alors pourquoi ne s'améliore-t-elle pas? Eh bien, pour une raison relativement simple, et notre ami Colin nous l'a dit assez nettement tout à l'heure. Tout d'abord, le nombre de lois est excessif en France. Nous ne sommes plus en mesure d'adopter une soixantaine de lois par an et d'en assurer le suivi. Je crois que là, il y a un élément tout à fait important qu'il faut prendre à l'esprit et il faut savoir aussi que ces lois sont généralement insuffisamment préparées. Alors pourquoi sont-elles insuffisamment préparées? Pour plusieurs raisons. La première raison, et là je citerai le président Guy Bréban lorsqu'il était à la tête de la commission des études et du rapport du Conseil d'État, où il soulignait que la formation juridique des hauts fonctionnaires laissait à désirer et qu'il convenait de développer cette formation juridique en précisant que nous étions l'un des rares pays où la formation juridique était en baisse par rapport à ce qui se passait dans les États voisins. Alors il y a donc là un élément, il est effectif que rédiger un projet de décret, rédiger un projet de loi, ça ne s'improvise pas et qu'il faut naturellement un minimum de formation préliminaire. Donc il y a déjà cet élément. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un certain nombre de textes juridiques adoptés par nos assemblées ne plaisent pas au gouvernement. Et par conséquent, le gouvernement, je dirais, traînera un peu les pieds avant d'adopter les règlements. J'ai un exemple tout à fait évident à l'esprit. J'avais été le rapporteur de la dernière loi adoptée en 2002 par notre Assemblée sur la création de la Fondation des études comparatives. M. Schwarzenberg était ministre à l'époque, il était à la place de M. Ollier, et il avait défendu ce texte que j'avais rapporté, que j'avais défendu également. Et ce texte, le lendemain ou le surlendemain, avait été adopté conforme par l'Assemblée nationale. Alors ce texte, eh bien, n'a jamais vu de décret d'application. Et résultat, quand on voit la proposition Warsmann, dans l'un de ses articles 30 et quelques, on annonce que cette loi, adoptée en 2002, est abrogée. Elle n'a jamais eu le moindre début de commencement d'application. Elle n'a jamais vu le jour. Et il est vrai que cette loi nécessitait de dégager des crédits. Ces crédits n'ont jamais été dégagés par qui que ce soit. Et par conséquent, c'était une loi mort-née. Ce n'est pas la seule. Je pourrais citer un autre exemple où là, il n'y avait pas de la mauvaise volonté du gouvernement en tant que tel. Mais les enjeux étaient si importants qu'on ne pouvait pas brutalement adopter les décrets. C'est la fameuse loi littorale. La loi littorale adoptée à l'unanimité par nos deux assemblées. Il faut se méfier comme de la peste des lois adoptées à l'unanimité. Généralement, elles cachent un certain nombre d'anomalies ou de dysfonctionnements. Ces lois adoptées à l'unanimité, mais il a fallu 18 ans
pour que les décrets d'application soient tous adoptés. Pendant ce temps-là, le Conseil d'État, ayant estimé, ainsi que les tribunaux administratifs, que la loi, même sans les décrets, était d'application directe, nous avons eu cette spécificité bien française qui consiste à appliquer une loi incomplète et, en fin de compte, à transformer le juge administratif en législateur au lieu et place du Parlement. Alors voilà un certain nombre d'éléments tout à fait importants. Et en fait, il y a aussi un autre élément qui apparaît bien dans le rapport établi par le Sénat, c'est le problème des lois anciennes. Les lois anciennes qu'on a complètement oubliées, soit qu'elles remontent à une précédente législature, mais où les décrets d'application n'ont toujours pas vu le jour, ces lois anciennes, on les abandonne progressivement. Et donc, s'il faudra les lois de simplification administrative pour qu'on les abroge une par une, les unes après les autres, en ne se préoccupant pas tellement des raisons pour lesquelles on les avait adoptées 8, 9 ou 10 ans auparavant. Alors, face à cette situation, quels sont les moyens qui nous permettraient de réagir? D'abord, il y a une conséquence directe de cette situation, et M. Colin l'a très bien souligné, c'est que nous mélangeons allègrement les dispositions réglementaires à l'intérieur de nos lois, alors que nous devrions systématiquement et que le gouvernement devrait systématiquement opposer l'irrecevabilité à l'égard de tous les amendements, notamment qui empiètent sur le domaine réglementaire. Résultat, on laisse passer les choses, d'abord parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange le gouvernement qui, du même coup, ne sera pas obligé par décret de faire en sorte qu'il complète la loi, et ça arrange le Parlement qui, comme ça, se rassure en disant au moins dans le décret, il y aura ce que j'ai mis dans la loi. Donc il y a là des dispositions que l'on ne respecte pas, mais ça c'est ancien, il y a déjà très longtemps, depuis les débuts de la Ve République, qu'on soulignait que l'article 34 et l'article 37, malheureusement, n'étaient pas souvent respectés. Alors j'en viens aux solutions que nous pourrions envisager. D'abord, il y a un double volet. Il y a les solutions qui pourraient être envisagées par le gouvernement. Et il y a celles qui nous mettent, nous, Parlement, directement en cause. La situation actuelle n'est pas le seul fait du gouvernement. Il est aussi le fait du Parlement lui-même, qui ferme les yeux trop souvent et qui accepte trop souvent un certain nombre de dérives. Alors tout d'abord, de la part du gouvernement, je dois souligner que les études d'impact sont insuffisantes, en règle générale. Elles sont trop rapidement faites, et les études d'impact bien faites généralement indiquent une loi bien faite et indiquent que les projets de décret sont déjà prévus et analysés à l'intérieur des études d'impact. Alors c'est parce que l'étude d'impact généralement se résume à 2 ou 3 pages et qu'il n'y a pas véritablement ce qui devrait figurer dans une étude d'impact. Ensuite, deuxième élément, et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devrions avoir un renforcement du rôle et de la place du secrétariat général du gouvernement, dont la mission, justement, est d'assurer une bonne coordination du travail législatif et réglementaire. Alors le secrétariat général du gouvernement, en premier lieu, devrait pouvoir prévoir et préparer des calendriers d'adoption des textes législatifs, mais aussi des calendriers d'adoption des textes réglementaires qui seraient mis en communication facilement. Son rôle étant d'assurer la coordination entre les différents ministères et la coordination des relations avec le Parlement. Ensuite, je pense qu'il faudrait étoffer le secrétariat général du gouvernement, qui est une bonne équipe, mais insuffisante en nombre, et qui devrait disposer d'avoir plus de collaborateurs pour pouvoir mener à bien des travaux complexes et difficiles, notamment dans un domaine que l'on oublie souvent, qui est le domaine de l'outre-mer, où par exemple dans l'outre-mer, le retard est considérable en ce qui concerne l'adoption des décrets d'application. Alors assurer un calendrier, faire en sorte que le secrétariat général du gouvernement soit doté d'un peu plus de moyens, il y a aussi une autre solution. Cette autre solution, c'est que les lois soient plus courtes. Elles sont beaucoup trop longues. Une loi de 10 articles, c'est au minimum 100 amendements. Et c'est au minimum un renvoi à 3 décrets d'application. Si nous avons une loi de 100 articles, c'est au minimum 1000 amendements
et au minimum 30 décrets d'application. Alors par conséquent, il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas continuer dans cette voie avec des lois qui s'allongent de plus en plus, où l'Assemblée nationale comme le Sénat, exerçant normalement leur pouvoir d'amendement, augmentent le texte initial et on arrive en fin de parcours à des textes très longs, à des textes pas toujours cohérents, et alors qu'une loi courte de 4, 5 articles permettrait naturellement d'éviter ce genre d'écueil et de faire en sorte que les décrets sortent rapidement. J'ajouterai que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, c'est aussi la faute du Parlement. Bien sûr, nous faisons un certain nombre d'efforts. Et il suffit de regarder le travail très important que mènent les parlementaires avec l'ensemble des questions que nous pouvons adresser au gouvernement, les questions écrites, les questions orales, les questions cribles, les questions d'actualité. On a tout un éventail. Mais je trouve qu'en étudiant ces questions, il y a un certain nombre d'anomalies qui apparaissent. Première anomalie, le gouvernement ne répond pas très souvent aux questions écrites. J'ai un certain nombre de questions écrites rentrées où le gouvernement n'a pas répondu depuis 6 mois, depuis 1 an, etc., sans explication et sans nous dire pourquoi. Il y a donc là une nécessité que le gouvernement réponde un peu mieux aux questions écrites. Nous n'utilisons pas toujours les questions comme il faudrait. Et nous devrions, et je regrette que nous n'ayons pas le système à la britannique, où en début de chaque séance, nous adressons au ministre qui est là, pendant une demi-heure, des questions véritablement portant sur l'application des lois. Et nous devrions faire cela très rapidement, une demi-heure à chaque fois. On ne perdrait pas beaucoup de temps, mais on aurait notre activité de contrôle qui serait réalisée plus facilement. Je vais reprendre la proposition de M. Collin, que je trouve bonne, c'est-à-dire charger le rapporteur d'une loi d'assurer le suivi de l'application de celle-ci, peut-être pas en faisant un rapport très formel, mais un rapport oral devant sa propre commission. Cela permettrait tout de même d'avancer un peu plus facilement. Et puis, il y a une chose que nous n'avons pas abordée, c'est que les lois s'accumulent, mais nous ne les nettoyons pas. Et il y a donc un travail de nettoyage des lois que nous devons pouvoir assurer et qui est de notre mission et de notre fonction. Alors tout ça pour dire que peut-être c'est parce que nous avons trop de travail à assurer que, en fin de compte, nous avons cette situation. Trop de travail pour le gouvernement, trop de travail pour le Parlement. Il faut par moment savoir souffler pour avancer. Merci. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour l'Union centriste. Ça va, Nathalie, tous mes vœux. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes un certain nombre sur ces bancs à avoir souhaité un jour qui une loi Balai, qui quelques mois de pause dans un calendrier législatif aussi dense que varié, auquel le Parlement est soumis depuis quelques années, parfois au gré de l'actualité. Le président Collin l'a dit, les chiens qui mordent, les manèges qui tournent, les piscines qui, curieusement, sont remplies d'eau et qu'il faut maintenant transformer en Fort Knox. Cette fougue législative, j'emploie d'habitude un mot un peu moins noble, a pour conséquence une très grande incertitude juridique. Nous avons même assisté, au cours des dernières années, à des innovations législatives, Monsieur le Ministre, des dispositions applicables avant que la loi ne soit votée. La suppression de la taxe professionnelle, la publicité à la télévision, la fin de la TVA dans la restauration, j'en oublie sûrement, ce débat vient donc à point nommé. Il est vrai aussi que notre législation internationale n'est pas mieux lotie. Je n'oublie pas que je suis membre de cette auguste commission et parmi les lois qui font l'objet d'un examen au Parlement, une vingtaine de projets de loi de ratification de traités d'accords internationaux ont été déposés à l'Assemblée nationale et au Sénat et sont en attente d'examen, ce qui n'est pas négligeable. Plus du double, c'est-à-dire une quarantaine de conventions sont signées et devront être examinées par le Parlement, mais n'ont pas encore fait l'objet de projets de loi. Je suis certaine, Monsieur le Ministre, que vous pourrez faire état de ce point auprès de Madame le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères. L'objectif du gouvernement est de parvenir à prendre toutes les mesures réglementaires requises dans un délai de 6 mois avant la publication de la loi. Et lorsqu'on prend connaissance des statistiques et des rapports dont nous sommes destinataires, il est vrai que le score n'est pas très glorieux. Moi, je ne m'intéresse pas aux statistiques, Monsieur le Ministre. Je suis un sénateur de terrain qui plus est renouvelable. Donc, voyez-vous,
Je vais vous interroger sur un cas précis. Le texte adopté si sereinement dans cette maison sur la réforme des collectivités territoriales prévoit un renouvellement des CDCI dont le pouvoir est accru au titre de l'article 53 de la loi. Une circulaire d'information générale du 27 décembre retranscrit les dispositions légales en matière de calendrier de la refonte de l'intercommunalité. Le ministre précise, même dès le premier paragraphe, « J'appelle votre attention sur le calendrier resserré de la mise en œuvre des dispositions relatives aux schémas départementaux de coopération intercommunale. Par suite, dit-il, vous serez tenus informés de la publication des décrets, c'est quand même assez normal. » En page 2, le ministre mentionne un calendrier fortement contraint. La circulaire précise en outre, page 6, dernier paragraphe, et page 7, le schéma sera arrêté le 31 décembre 2011, ces délais resserrés. Aussi, je vous demande de présenter votre projet à la CDCI dès le mois d'avril 2011. La circulaire précise que les CDCI doivent être renouvelés avant le 16 mars. Mais voilà, les décrets ne sont pas sortis, ou alors viennent de sortir, mais ils n'ont pas été portés à la connaissance des intéressés. Je les surveille avec ma collègue Jacqueline Gouraud comme le lait sur le feu. Et voilà une commission qui va être essentielle au bon fonctionnement de la loi nouvelle, en tout cas qui va donner l'occasion aux élus de toute tendance de s'exprimer sur la composition, qui est soumise à l'élection et dont les élus eux-mêmes, pas plus que les préfets, ne connaissent aujourd'hui avec exactitude les dispositions réglementaires. Nous sommes le 12 janvier, mais d'ici le 16 mars, date fixée par la circulaire, les élus territoriaux doivent être informés, sollicités pour la composition de ou des listes. Faute de quoi, reconnaissez-le, Monsieur le Ministre, les jeux sont un peu faussés. J'ajoute, comme le fait d'ailleurs la circulaire page 7, note numéro 5 en bas de page, il est à noter qu'en raison des élections cantonales prévues le 20 et le 27 mars, vous aurez à solliciter à nouveau la désignation des représentants du Conseil général à la CDCI à l'issue du renouvellement cantonal. Nous parlons de 10% des membres de la CDCI. La CDCI nouvellement composée ne pourra dès lors être complètement opérationnelle que début avril au mieux. Je ne crois pas qu'il s'agisse là, Monsieur le Ministre, de conditions tolérables pour faire accepter des réformes importantes qui bousculent bien des départements. Comme l'a justement dit la présidente emblématique de la CDC du pays de Camembert, non moins emblématique commune de mon modeste département, en commentant un projet de carte élaboré sur la base des recensements INSEE, nous ne sommes pas des veaux qu'on change d'herbage. Je voulais donc, Monsieur le Ministre, vous souligner ce point, je crois que c'est important. Si vous voulez que cette réforme soit acceptée sur le terrain et ne soit pas suicidaire pour les sénateurs renouvelables qui vous ont fait confiance, faites donc décaler le calendrier intenable, sauf à ressembler à une parodie, indigne de notre démocratie et des élus locaux qui la font vivre au quotidien. Vous pouvez retarder un peu, Monsieur le Ministre, les décrets tout aussi intolérables en matière de normes environnementales ou normes de cantine scolaire. Vous nous rendrez là, pour le coup, un grand service. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je voudrais évoquer un sujet qui ne me préoccupe pas du tout et qui ne concerne pas du tout la moitié de cette Assemblée. Il s'agit du mode de calcul des grands électeurs. En effet, le pays a connu un certain nombre de recensements depuis 2001. Le mode de calcul des grands électeurs varie, vous le savez, mathématiquement. Une commune qui passe de 498 à 502 habitants, ce n'est pas très important à Paris, mais dans un département, ça passe de 1 à 3 le nombre de grands électeurs. De même, les villes ont perdu un certain nombre d'habitants, et là aussi, le nombre des grands électeurs peut changer. La circulaire fixant les règles de calcul doit en principe être publiée au mois de juin. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il serait intéressant d'être en possession de ce document un peu plus tôt pour que chacun d'entre nous puisse adopter les stratégies de campagne les plus appropriées? La campagne sénatoriale, vous le savez, n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de m'apporter des réponses à cette intéressante question. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais tout d'abord remercier notre collègue Monsieur Yvon Collin
d'avoir amené ce débat et le remercier aussi pour l'initiative qu'il a annoncée et qui m'apparaît particulièrement pertinente. Monsieur le ministre, je suis sûr, vous connaissant, que vous avez lu le rapport du Sénat avec une grande attention. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à l'ensemble des administrateurs du Sénat qui ont fait cet excellent travail très précis qui a dû demander beaucoup de temps. Et le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de faire bon usage de ce rapport. Or, il ne vous a pas échappé que la situation n'est pas bonne. Car, je cite ce rapport, page 27, d'une année parlementaire à l'autre, le taux de publication au 30 septembre des mesures réglementaires prescrites s'est nettement dégradé. Nous sommes passés de 27% pour l'année 2008-2009 à 20,1% pour l'année 2009-2010. Alors, il y a là quelque chose de profondément anormal. Et, Monsieur le Ministre, je voulais insister sur une autre anomalie, car cet excellent rapport montre que lorsque l'on se concentre sur les lois pour lesquelles votre gouvernement a demandé la procédure accélérée, eh bien, le taux de publication des textes réglementaires est encore plus faible et il a chuté considérablement entre les 2 années parlementaires que je viens de citer. En effet, Monsieur le Ministre, si j'exclus les lois qui, en vertu de la Constitution, donnent lieu à la procédure accélérée, c'est-à-dire les lois de finances, eh bien, pour les projets de loi pour lesquels vous avez demandé la procédure accélérée, le taux de publication des textes réglementaires est de 12,5%. Alors, mes chers collègues, il y a là un véritable dévoiement de la procédure accélérée. Parce que si vous nous dites, Monsieur le Ministre, c'est tellement urgent qu'il faut aller vite, et il ne faut plus qu'il y ait 2 lectures dans chaque assemblée avant la commission mixte paritaire. Une lecture suffit, parce que c'est urgent. Eh bien, Monsieur le Ministre, si c'est urgent, alors comment se fait-il que lorsque l'on fait le bilan, il y a à peine 12,5% des textes réglementaires qui sont publiés? Si c'est urgent, je pense que vous avez dans votre poche, au moment où vous présentez le projet de loi, les textes réglementaires, que s'ils ne sont pas prêts, dès que la loi est promulguée, vous vous attachez à les faire paraître. Or, ce n'est pas le cas. Et l'on voit ainsi que la procédure accélérée, qui devrait être une exception, devient une procédure de facilité. En réalité, c'est simplement une procédure de facilité et cela n'a rien à voir avec l'urgence du sujet, sauf quelques cas où, effectivement, il y a urgence. Alors, je peux citer un cas que j'ai déjà évoqué dans cette enceinte qui me tient particulièrement à cœur. Voyez-vous, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Sénat a adopté en décembre 2004 une disposition relative à un médicament dont on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de médicaments en ce moment, qui s'appelle le Distilbène. Vous savez que les femmes qui se sont vues prescrire du Distilbène ont connu des difficultés et que leurs enfants, leurs filles particulièrement, ont des grossesses difficiles. Donc, suite à un débat, le Sénat, suivi ensuite par l'Assemblée nationale, qui, comme le Sénat a délibéré à l'unanimité, a décidé que ces femmes devaient bénéficier d'un congé spécifique. Eh bien, entre le jour, Monsieur le Ministre, où la loi a été promulguée et le jour où le deuxième des 2 décrets nécessaires a été publié, Monsieur le Ministre, j'attire votre attention, il s'est passé exactement 5 ans, 6 mois et 14 jours. J'ai les lettres de nombreuses femmes qui me disaient « mais enfin, c'est la loi ». Je ne peux pas en bénéficier. Pourquoi? Je peux vous fournir, j'ai d'ailleurs écrit une publication, j'ai fait une déclaration devant le congrès de l'association DES France, je tiens à rendre hommage d'ailleurs à ces femmes qui ont mené un combat exemplaire, courageux, devant des juridictions. Eh bien,
Comment comprendre que pendant 5 ans, des femmes qui devaient bénéficier de ce congé spécifique, parce qu'elles étaient enceintes, n'en aient pas bénéficié? Comment le justifier? Alors, je peux vous fournir toutes les questions écrites, les questions orales, les interventions au ministère et toutes les phrases toutes faites. Il faut une concertation. Il faut prendre le problème dans son ensemble. Il faut consulter ceci, cela, etc. Mais c'est impossible. Donc, je cite cela. Il a fallu que j'intervienne auprès de Madame Bachelot lors de la loi sur l'hôpital, qui m'a dit « mais c'est révoltant, c'est insupportable, ça va être réglé » et il a fallu encore attendre des mois pour que cela soit réglé. Je me suis permis, mes chers collègues, de citer cet exemple pour bien montrer qu'il ne s'agit pas seulement de la réalité statistique, des décrets. Les décrets, la publication ou la non-publication d'un décret peut avoir des conséquences très directes et parfois très préjudiciables pour certains et certaines de nos concitoyens. Alors, pour finir, on peut naturellement émettre tous les vœux, c'est la saison, à l'égard du gouvernement, à l'égard du Parlement. Je crois que le Parlement fait largement son travail par les questions que nous posons, par les rapports qui sont publiés, et nous veillons beaucoup à ce sujet. Je vais vous dire, Monsieur le Ministre, je pense qu'on ne s'en sortira pas s'il n'existe pas de mesures plus coercitives. Et je crois qu'il y a en effet 2 directions dans lesquelles il faudrait travailler. La première, c'est celle du Conseil d'État. En effet, le Conseil d'État peut condamner le gouvernement pour non-application de la loi. Et je souhaite pour ma part que ces procédures se multiplient parce qu'il y a là une voie pour obtenir satisfaction. Et je suis totalement favorable à ce que vous avez proposé, Monsieur Yvon Collin, parce que je me suis déjà trouvé devant le Conseil d'État où 60 ou 70 sénateurs de mon groupe avaient déposé un recours par rapport au texte d'une ordonnance. L'ordonnance, elle n'avait pas donné lieu à ratification, donc elle était encore un document à caractère administratif. Et le Conseil d'État a beaucoup tourné autour du sujet et a dit, nonobstant le fait, je résume, qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si les parlementaires sont recevables ou ne sont pas recevables. Il me semble que votre initiative est excellente parce que qui peut nier que c'est de bon sens, que les parlementaires sont particulièrement fondés à intervenir auprès du Conseil d'État pour non-application de la loi qu'ils ont votée. Donc, si vous prenez une mesure, vous proposez une mesure législative qui permettrait de régler cette question de l'intérêt à agir, ce serait très positif. Enfin, et je termine, Madame la Présidente, il y a ce qui relève du gouvernement. Vous savez qu'une proposition de loi constitutionnelle a été proposée en mai 2006 pour changer l'article 34 de la Constitution. Je me demande s'il ne faudrait pas continuer à explorer cette voie. Et je vois 2 moyens. Ne serait-il pas possible, alors il faudrait naturellement travailler la question juridique, mais que la Constitution ou la loi organique prévoit que dès lors qu'un texte d'application n'est pas paru au bout de 2 ou 3 ans, la disposition législative est devenue caduque. À partir de ce moment-là, il y aurait quelque chose de coercitif, car je crois que s'il n'y a pas une disposition coercitive, eh bien, on ne changera pas les choses. Donc, je suis d'accord sur le fait que cela demande réflexion, mais il me semble qu'il faudrait que l'on avance à cet égard. Et alors, on pourrait aussi, autre position, et Monsieur le Ministre, je serais intéressé par votre réponse à ce sujet, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Collin, la décision qu'avait prise, ou par M. Gélard, je ne sais plus, mais enfin je les associe tous les deux, par Michel Rocard, de demander que l'on publie en même temps que le projet de loi les projets de textes réglementaires. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, ça éclairerait le débat parlementaire et tout serait transparent. Je pense que ce serait une bonne méthode. Alors, je termine, Madame la Présidente, car je ne veux absolument pas abuser de votre indulgence que je connais. Je dirais simplement que, mes chers collègues, il faut en finir avec ce pouvoir exorbitant
dont dispose aujourd'hui tout gouvernement dispose du pouvoir exorbitant de ne pas appliquer la loi. Or, les ministres sont les serviteurs de la loi. Il suffit tout simplement de ne pas publier les décrets et ainsi on peut œuvrer pour que la loi ne s'applique pas. Ce pouvoir est exorbitant et il faut rompre avec cette fâcheuse pratique. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE. On prend du retard, là. Ça va, Françoise? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, année après année, il est toujours navrant de constater les retards accumulés par le gouvernement dans l'édiction des mesures réglementaires d'application des lois. Il faut bien sûr reconnaître que des progrès notables ont été réalisés. À la fin de la session 2002-2003, près de 45% des lois votées n'étaient pas applicables. Taux ramené en moyenne autour de 25% ces dernières années. Progrès certes, mais résultats toujours très insuffisants au regard des enjeux que soulève ce débat. Les lois que nous votons entrent en vigueur dès leur promulgation par le Président de la République. Fruit de la délibération des représentants de la souveraineté nationale, la loi incarne la volonté générale dans l'esprit que concevaient déjà les révolutionnaires de 1789. À cet égard, le pouvoir réglementaire ne doit qu'appliquer les grandes lignes fixées par le législateur en fixant les modalités d'application de la loi, en réglant les détails qui ne sont pas, en principe, du domaine de la loi. Malheureusement, ce schéma ne fonctionne que sur le papier. Cela a été dit, au 30 septembre dernier, seules 135 mesures réglementaires sur les 670 prévues par les lois votées durant la session 2009-2010 avaient été publiées, soit un taux dramatiquement bas de 25%, contre 27% à pareille date lors de la session précédente. Les facteurs de ces retards récurrents sont multiples, mais loin d'être insurmontables. L'augmentation du nombre de lois votées chaque année en est bien sûr un. Elle contribue à alourdir la tâche à la fois du Parlement, obligé de légiférer dans la précipitation, et de l'administration, confrontée à un suivi réglementaire plus dense. Dans son rapport pour 2007, le Conseil d'État évoquait comme source de cette inflation l'adoption de dispositions dont l'utilité et la pertinence sont douteuses, ou encore la tendance à adopter des textes d'un niveau supérieur à celui qui résulte de la hiérarchie des normes, comme par exemple la loi du 10 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, qui relève clairement du domaine réglementaire. Les malfaçons législatives existent, c'est certain, mais encore faut-il considérer les conditions souvent difficiles dans lesquelles les projets de loi sont discutés et votés. Or, sur ce point précis, le partage de l'ordre du jour entre chaque assemblée et le gouvernement est loin d'avoir résolu le problème. Le gouvernement continue à nous soumettre, dans le cadre de la procédure accélérée, des projets de loi rédigés à la hâte en réponse à des faits divers et qui ne visent qu'à tirer parti de l'opinion publique ou à flatter une certaine démagogie. Mais même en la matière, votre gouvernement, Monsieur le Ministre, ne va pas au bout de sa logique. Ainsi, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, texte emblématique de la lutte contre l'insécurité chère au Président de la République, n'a-t-elle pas encore reçu tous ses décrets d'application? Tout comme la loi du 21 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, ou encore la loi Raffarin sur les libertés et responsabilités locales du 9 août 2004. Il serait pourtant utile que votre gouvernement s'applique à lui-même le même zèle pour publier les décrets d'application que celui qu'il exige de nous à voter ces textes dans la précipitation. Je voudrais également évoquer les difficultés que rencontrent les fonctionnaires des services centraux à s'adapter au rythme effréné de la production législative. Si les projets de décret à rédiger sont de plus en plus nombreux, les agents publics chargés de ce travail le sont quant à eux de moins en moins, grâce au miracle de la RGPP et aux effets du dogme du non-remplacement du départ à la retraite d'un fonctionnaire sur deux.
Il est certain que la réduction des effectifs ne contribuera ni à améliorer le travail des fonctionnaires chargés du suivi réglementaire, ni à réduire le délai moyen de promulgation des décrets. Or, le travail de résorption des décrets en attente sur des textes antérieurs paraît considérable. Pour preuve, aux 135 mesures publiées en 2009-2010 s'ajoutent les 452 mesures réglementaires prises en 2009-2010 aussi pour appliquer des lois antérieurement promulguées, dont 71 pour des textes de plus de 2 ans. Plus largement, l'accumulation des retards dans la publication des décrets d'application n'est pas acceptable, tant du point de vue du Parlement que de celui de nos concitoyens. Ces retards portent atteinte à la volonté du Parlement car ils privent des faits les lois qu'il a votées, suscitant l'incompréhension légitime de nos concitoyens à qui il nous faut expliquer qu'une loi votée et promulguée est en réalité inapplicable. Il contribue donc de fait à alimenter une insécurité juridique d'autant plus perturbante que l'instabilité normative vient encore complexifier la lecture et la compréhension du droit positif. Des solutions existent pour remédier à ce mal, le président Yvon Collin les a déjà évoquées. Sans doute nous revient-il également à nous, parlementaires, de mieux nous saisir des outils dont nous disposons pour mieux contrôler l'exécution des lois et développer sur ce point des solutions constructives. Monsieur le ministre, nous attendons néanmoins aujourd'hui que le gouvernement nous éclaire sur les raisons de ces retards que nous ne pouvons tolérer au nom de l'intérêt général et qu'il nous expose les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour engager des méthodes de travail respectueuses de la volonté du Parlement. Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Madame la Présidente Borvo Cohen-Seat pour le groupe CRC-SPG. Bonjour Nicole. Monsieur le ministre, mes chers collègues, alors, je crois que, je voudrais dire pour commencer que, bien entendu, le gouvernement s'est préoccupé de la question